Quelle est pour toi l'importance de la pluridisciplinarité dans le développement durable? Bon, donc, non seulement c'est important, mais c'est fondamental. Et s'il y a une chose qu'on peut retenir des problématiques environnementales et développement durable, mais c'est vrai que moi je me sens un peu plus légitime pour parler d'environnement, parce que tu vois, on raconte toujours le développement durable, c'est à la croisée de l'environnement, du social, de l'économie. Moi je pense qu'on oublie fondamentalement la culture dans cette histoire, qui pose aussi cette question de l'héritage, donc et fondamentalement de la transdisciplinarité. Elle vient perturber cette trilogie un peu trop bien rangée du développement durable. Donc nous, les schémas qu'on fait, c'est les 3 sphères interconnectées, mais surtout bousculées par la culture qui vient obligatoirement faire imploser le système. L'aspect très trinitaire du développement durable est pas intéressant parce que sa vraie dynamique, son vrai positionnement, il est dans la dynamique permanente de la transdisciplinarité, de la transculture, de la transgénération aussi, si tu veux, parce que tu vas construire des réponses intéressantes quand tu vas interroger en permanence. Je suis en train de penser l'énergie. Finalement, répondre à l'énergie juste par des dispositifs énergétiques, c'est un peu tautologique, pas très intéressant. Et évidemment, à la fin, tu vas mesurer quoi? Que plus tu mets des dispositifs pour économiser l'énergie, plus tu économises l'énergie. Ouais, bon, c'est quand même pas folichon. Par contre, d'envisager, par exemple, par le levier de l'énergie, des problématiques comme le design, la forme urbaine, l'identité des bâtiments, la spécificité des quartiers, l'usage, la résilience d'un bâtiment à accepter le changement climatique, là, t'interroges des tendances lourdes, structurantes, par le biais de leviers qui sont des leviers sectoriels. Est-ce que tu penses que le développement durable nuit à la qualité architecturale ou est-ce qu'il rend plus difficile l'expression de l'architecte? On n'a jamais parlé autant de développement durable que ces derniers temps, mais dès que tu m'as parlé de développement durable, tu te rends compte qu'assez vite, tu parles d'environnement. Quand tu parles d'environnement, assez vite, tu parles d'énergie. Et quand tu parles d'énergie, assez vite, tu te mets à parler d'épaisseur d'isolant, de taux de vitrage, d'étanchéité à l'air, de coefficient de compacité. Tout ça qui interroge très directement l'expression architecturale ou les formes urbaines. Donc et là on l'a vu quand même beaucoup, on va dire, pendant cette première période du développement durable, il y a quand même un rétrécissement de la pensée d'origine très belle sur les problématiques développement durable plutôt transdisciplinaire, transversale, etc., à focaliser quand même beaucoup sur l'énergie. Et il est clair que une des raisons premières pour lesquelles on nous appelle, nous, à l'agence, c'est quand il y a une ambition énergétique, des labels énergétiques. Donc c'est d'abord pour ça qu'on nous appelle. Et il est vrai que vu comme ça, le développement durable dans son acception un peu degré zéro pourrait avoir des conséquences extrêmement impactantes sur l'architecture et plutôt négatives et plutôt néfastes. Est-ce que le développement durable, selon toi, est juste un effet de mode, une période, et quel est son avenir? Aujourd'hui, c'est les 3 à la fois, mais c'est pas très grave en soi. C'est-à-dire que pour que quelque chose prenne, il faut qu'il y ait un effet de mode. C'est dans la période parce que on est en plein dans la période, c'est clair. Après, il faudra faire le tri. C'est-à-dire que sur ces éléments dits effets de mode, il faudra un moment que les choses disparaissent d'elles-mêmes parce qu'elles font pas sens. Déjà, je pense qu'on est à la fin d'une période. Moi, je dis finalement développement durable 1.0. On a le sentiment d'être un peu à la fin. On a vu déjà des aberrations, les bâtiments hyper performants finalement deviennent potentiellement très inconfortables en été, rien que sur des choses comme ça. Voilà, il y a du retour d'expérience, des bâtiments calculés hyper performants finalement consomment 5 à 6 fois plus, etc. Donc il faut s'interroger, parce que c'est le cas. T'optimises sur un système qui est très théorique, qui prend pas en compte l'usager, parce que le calcul ne prend pas en compte l'usage. C'est extrêmement compliqué. Cette obligation, à un moment de pensée transversale, elle restera, donc il restera des choses. Après, peut-être que les bâtiments autonomes en énergie, ça disparaîtra sur le chemin. Peut-être que les toitures végétalisées, si c'est que du sédum, ça disparaîtra sur le chemin. Peut-être que on reviendra un peu en arrière sur l'hyper-étanchéité à l'air des bâtiments, et tant mieux. Donc il faudrait arriver surtout
à ce que on puisse, et ça c'est un absent total du développement durable aujourd'hui, à mettre l'évaluation au cœur du processus. Et il faut évaluer ce qu'on fait, parce que l'évaluation, c'est à la fois, ça permet de faire des bilans, ça permet de progresser à partir de tes bilans, mais aujourd'hui, il ne faut pas d'évaluation. Donc par exemple, quand tu fais la RT 2005, finalement, tu fais pas tellement d'évaluation, puis tu te dis, bon, on va faire la RT 2012, la réglementation thermique 2012. Et là, déjà, dès maintenant, on dit, bon, la RT 2012, pourtant, il n'y a pas de bâtiment construit RT 2012 aujourd'hui, il n'y a pas de quartier RT 2012, et il n'y a pas de bâtiment, et encore moins donc de quartier habité RT 2012, que déjà on dit, on va faire RT 2020. Donc c'est cette course en permanence au progrès, regardé comme étant toujours, finalement il faut faire plus. Donc le progrès aujourd'hui, c'est considéré comme devant faire plus que ce qui existe aujourd'hui, ce qui est une connerie. Est-ce que tu penses que les étudiants en savent suffisamment en termes d'environnement, et quels conseils tu pourrais leur donner pour l'avenir? À l'époque où j'enseignais, on m'a un peu rangé dans les spécialités, donc un peu en dehors du projet. Ça n'a pas été le cas au tout début. Enfin, j'ai eu une période extrêmement intéressante où j'enseignais avec Jacques Moussafir à l'ESA, dans le projet. Ces questions de l'énergie comme levier du projet, enfin en tout cas tel que je les aborde, de l'environnement, du développement durable comme levier du projet architectural, bâtimentaire, enfin construction, urbain, c'est évident qu'il faut les enseigner dans le projet. Si tu en fais une spécialité, tu fais des cours un peu théoriques, alors très bien tu racontes l'énergie, l'environnement, le développement durable, les grandes tendances, machin, etc. Si tu n'arrives jamais à montrer comment tu fais du projet avec ça, finalement, ça sert pas à grand chose. Et ça, donc, j'ai le sentiment malheureusement qu'on n'a pas non plus énormément progressé là-dessus. La jeune génération, on va dire, a une prédisposition intellectuelle à ça. Par contre, on peut peut-être, si c'est mal enseigné, on peut retenir quelques effets de, comme tu disais tout à l'heure, quelques effets de mode ou quelques gadgets ou quelques kits qui permettraient de bien s'en sortir, mais que la vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est comment utiliser l'énergie, l'environnement, le développement durable comme un élément complémentaire du questionnement. C'est juste une façon nouvelle de poser des questions où tu vas chercher en permanence un contexte ou des ressources dans un contexte à plus ou moins grand, plus ou moins proche, on va dire, et les réorchestrer d'une façon nouvelle où tu vas à la fois chercher à te servir des ressources de ce contexte pour toi-même et en même temps à imaginer comment ton projet, que ce soit un bâtiment, un petit quartier, une ville entière, finalement, peut être un effet de levier pour interagir positivement sur son territoire d'accueil. L'énergie n'est pas une spécialité, est un levier pour interroger la société.